Bon alors, commençons par un petit mot d'introduction. Il s'agit ici d'un nouveau contexte qui m'a été directement inspiré par le contenu sur lequel je vais rebondir. Mon but avec ce nouveau format, c'est que cette production prenne la forme d'une sorte de droit de réponse, un peu comme un fil Twitter, mais sans la limite des 140 signes, si on veut aller par là. Quelque chose de vivant qui tient du débat par réponse interposée. Le format vise à non seulement apporter la contradiction, mais aussi et surtout à répondre sur le fond, ce qui inclut aussi de faire de nombreux ajouts et de donner des compléments concernant certains sujets. Juste une précision au préalable, si j'utilise le vecteur de la chaîne que nous avons créé tous ensemble, je réponds de manière personnelle à ce contenu, sans que cela engage l'intégralité de l'équipe. Allez, on lâche rien, première. Je réponds à Hotman Chen. Dès le démarrage, ça commence mal. Pour ce qui me concerne, Hotman nous parle de Montebourg et il me semble, à ce stade, plutôt être influencé par sa ligne. Cela teinte immédiatement la teneur du contenu et évidemment me place en opposition. Il enchaîne sur la notion de dialogue apaisé qui n'existe pas ou plus. Pour ce qui me concerne, je pense que le dialogue apaisé en question n'a jamais existé. Et non, ce n'était pas mieux avant. Je renvoie volontiers à la période où Thomas Guénolé était basé et démontait avec beaucoup d'à-propos des idées reçues. Il a fort bien, à l'époque, mis en avant les nombreux incidents qui se produisaient et qui étaient sûrement encore plus graves que ce qui se produit aujourd'hui. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à se remémorer les faits et les gestes des uns et des autres, que certains députés étaient frappés dans la rue, etc., à la période de Jaurès. Ou alors considérer le sort réservé à l'intéressé, justement. Aussi, s'il n'y a pas de débat ou dialogue, comme le mentionne Hotman, expliquez-moi donc comment on justifie les joutes politiques sur les réseaux sociaux ou par médias interposés. Que le dialogue soit parfois sévère et sans concession, ok, on en convient fort bien. Dire qu'il n'existe pas est inexact. Notre youtubeur ajoute qu'on ne parle pas d'idées. En effet, et pour cause, plus personne, si ce n'est la IFI, n'a de programme, à peine une série de mesurettes. Il s'agirait justement d'aller au bout de l'analyse. J'en prends pour preuve que les programmes ne comptent plus désormais. L'attitude de la Macronie à cet égard est tout à fait révélatrice. LFI mis à part, tout le monde s'en contrefout. Pour les autres, on est dans des pseudo-postures morales, et c'est sur cette base que le conflit supposé d'idées s'opère. Hotman considère qu'on devrait pouvoir régler la situation à l'amiable. Est-il seulement au courant que l'oligarchie ne négocie plus depuis belle lurette et que les travailleurs n'ont jamais rien gagné autrement que par un bras de fer qui tourne en leur faveur? Hotman, ce à quoi vous aspirez visiblement, ne finit qu'en défaite du camp des ouvriers et des employés, et sur la scène politique qu'en compromis en moindre mal à la Hollande. Moindre mal qui, comme le dit JLM à intervalles réguliers, reste toujours le mal. Moindre mal qui consiste en une défaite de la gauche. Alors si vous vous souciez de l'avoir gagné, il y a un hic. Ensuite, notre interlocuteur du jour nous parle d'une histoire d'agora fictive où les choses se régleraient de manière violente et qui ne serait pas acceptable. Mais qu'il ouvre les yeux, sa fiction supposée existe bien en réalité. Hotman, demandez à l'extrême droite et interrogez-vous sur sa propension à régler les choses à coups de barre de fer. Le GUD, cela vous parle? Et du coup, et oui, il y a les antifascistes qui se sont créés en face. Alors, la vraie violence politique est marginale? Ce n'est pas sérieux. Allez faire un tour chez Street Press et prenez une chaise parce que vous allez tomber de haut. Et là, je passe les élus harcelés. Le gars dont la maison a été brûlée. Exemple, le maire de Saint-Brévin ou encore l'élu insoumis ami de Mélenchon, je crois que son nom est René Revol. Sinon, l'entartage de personnes comme Éric Coquerel, etc., etc., etc. Sans oublier le Gugus royaliste qui a fait 5 mois de prison pour avoir giflé le président actuel. Je me permets aussi de soulever une vraie incohérence ou contradiction. Donc, si on vous écoute, selon vous, il n'y a plus de débats, mais parallèlement, des différences idéologiques qui reviennent au galop. Pour moi, les deux choses s'opposent. Et voici qui sera pour vous peut-être matière à réflexion. Le PS ne veut pas un changement en profondeur de la société, à peine un changement à la marge, quand LFI souhaite une bifurcation, ce qui entend non seulement un changement en profondeur, mais aussi un non-retour vers les pratiques passées. Cela implique de laisser derrière nous la société telle qu'on la connaît. Ses dominations, ses discriminations, ses violences sociales et autres. Plus grave et surprenant encore, Hotman, vous parlez d'une victoire partagée entre RN et le NFP. On comprend bien le truc que vous expliquez concernant le nombre total de votes plus favorables au RN. Mais en fait, désolé, mais cela ne compte pas. Exemple. Donc, pour vous, en somme, pendant un match de foot, ce n'est pas celui qui met le plus de buts qui a gagné. Il y a match nul si une équipe marque plus de buts et l'autre tire plusieurs fois sur les poteaux. Les règles réinventées, c'est un concept intéressant. Une élection a des règles. Tout le monde joue avec.
Votre truc s'assimile à considérer que si l'équipe met le ballon au fond des filets dans le temps additionnel et ne gagne que d'un but, cela fait qu'il n'y a pas de gagnant. Ou, dans la même veine, que le gars qui court le 100 mètres n'a pas vraiment gagné car il a à peine quelques centimètres d'avance sur le second. C'est lunaire. Si vous me permettez, avec des logiques pareilles, vous êtes prêt pour aller bosser sur un média MS. Pour moi, cela fait terriblement écho à « personne n'a gagné ». Bien que, au contraire, quelqu'un a gagné, c'est le NFP. Et il a plus de députés que tous les autres groupes. Majorité relative, certes, mais majorité tout de même. Othman, mais qu'est-ce que vous racontez? A-t-elle suffisamment influent pour imposer des désistements? Le NFP en a fait infiniment plus. Et là, on ne parle que des opérations de tractation politique. Côté électeur, c'est pire encore. Pour rappel, les lieutenants principaux de la Macronie, les Berger, Prisca-Thévenot, etc., ont pris fait et cause contre la France insoumise. D'autres ont décidé de ne pas choisir. Les électeurs ont eu des comportements divergents. 80% des gens de gauche ont voté contre le RN, à peine 40% du côté des supporters du pouvoir en place. Voilà qui scelle cette affaire. Ensuite, notre autre du jour nous détaille le message d'Olivier Faure. Le leader du PS conteste le choix de Mélenchon pour représenter toute la gauche et fait la proposition de divers types de solutions pour déterminer le candidat commun. Voilà qui va être rock'n'roll pour ma part. Prenons les solutions une par une et revenons sur les dires d'Othman sur le sujet. La primaire. Othman nous dit que pour une primaire, ce sont les adhérents, les militants qui vont voter. Pardon? Où ça s'est passé comme cela dans les faits? Expliquez-nous. Mes propres parents ont voté à Mont en 2017, alors qu'aucun d'eux n'a jamais été encarté où que ce soit. Pire, les deux sont des votants FI, tout comme moi. Je leur avais dit à l'époque que c'était une erreur qui s'est avérée encore plus conséquente que ce que j'imaginais. La primaire, c'est la prime au mollasson, le plus souvent. En plus, si tel était le cas, alors personne ne gagnerait contre la FI, puisqu'on est de loin le mouvement militant le plus conséquent en termes de nombre. Autrement dit, cela n'a aucun sens. Bon, je crois bon de faire le tour de la question. Certains qui ont désormais quitté nos rangs et prônent la soupe tiède de nos jours ont écrit un livre pour montrer combien ce processus de désignation est une formule délétère, et à juste titre. Dans les faits, on a vécu une primaire et on a constaté que la personne qui en sort ne gagne pas. Le procédé, et cela peut aisément se comprendre, consiste à fracturer des entités politiques sur des lignes ou courants divergents. Les personnes perdent du temps de campagne possible à se jeter la vaisselle au visage. Les candidats qui cherchent l'investiture exacerbent les différences existantes, accentuent les lignes de rupture, voire se balancent des vacheries, dans le pire des cas, en fonction des individus. Comment de l'unité peut résulter d'un tel mode de désignation? Qu'on nous explique comment une primaire ne finirait pas en désastre et comment qui que ce soit puisse croire encore en une telle supercherie. Qui peut croire que si tout le monde y prenait part, l'aile droite du PS jouera le jeu et soutiendra la FI en cas de victoire de celle-ci? Désolé, mais les faits sont têtus. Hamon a gagné la primaire du PS et des écologistes. Résultat, des tas de gens ont quitté le navire et la péniche Hamon a pris l'eau de toutes parts. Elle a fini par le fond. Résultat concret de ce truc génial. C'était une débâcle, et ce, malgré les coups bas portés par le candidat de PS à son adversaire LFI, qui, lui, avait respecté le pacte de non-agression. Dans la droite ligne, nous serions nombreux à rester chez nous si quelqu'un n'étant pas suffisamment à gauche venait à sortir d'un tel processus. Imaginons un scénario fou. Delga ou Rossignol sont officiellement les candidats de la gauche unifiée. Je peux vous assurer que cela convaincrait bien des insoumis qu'on n'a rien à attendre de l'élection, et ils ne se déplaceraient même pas, moi le premier. Pour commenter plus en avant ce que disait Othman, mais non, une primaire, il n'y a pas de débat véritablement. C'est l'exacerbation des différences, point. On n'y discute pas de comment faire en commun, plutôt de qui et quel courant pour porter les couleurs d'un conglomérat de partis, nuance. Le débat est sur la table avant coup. Ce qui se passe durant une primaire, ce sont des attaques ou du lavage de linge sale en public, concrètement. Les gens passent leur temps à appuyer leurs différences, et cela se répercute sur les campagnes qui suivent. Réveillez-vous. Le shift d'adversaire vers partenaire, prêt à soutenir coûte que coûte, est un leurre. Le Conseil des sages. Concernant le Conseil des sages, qui élit qui et comment? On peut savoir? Le truc a l'air d'un procédé démocratique où la démocratie est niée par une sélection, par une pseudo-élite du départ. Et dites-moi donc, comment le poids de chacun est déterminé? On peut savoir? On fait fi des élections précédentes pour le dit processus, histoire de bien favoriser le centre mou, histoire de changer? La Convention citoyenne, comme si on ne nous avait déjà pas fait le coup, et qu'on était des poissons rouges avec la mémoire super courte. Bah voyons. La primaire citoyenne a marqué la consécration d'une personne mise dans une liste, parmi d'autres,
dont certains ne s'estimaient même pas concernés et de fait pas candidats. Il y a tous les vices et autres biais. On sait que certains ont joué un rôle prépondérant en arrière-plan, comme le millionnaire Legrand. Tiens donc, ce type de formule a donné lieu à la victoire d'une candidate qui n'avait rien de prêt, pas même un programme. Alors un programme unitaire, on n'en parle même pas, hein. Pour finir sur le speech d'Olivier Faure qui est mis en avant, et le mode de désignation, intéressant de voir le PS si soucieux de la démocratie, dès lors qu'il aura refusé toutes les propositions en ce sens à l'époque de la NUPES, à commencer par le Parlement de l'Union populaire. Othman a ensuite les mots suivants, le PS est dominé. Eh oui, il l'a quelque part, car elle a perdu toutes les élections principales contre la FI. Le peuple s'est clairement exprimé à plusieurs reprises pour l'option de la gauche de rupture. Remettre en cause ce fait, c'est quoi exactement? Vous soutenez qu'on s'assoie sur le vote des gens en guise de processus démocratique? Il faut le faire. La ligne gauche a été tranchée de longue date. Ce n'est pas le feu de paille de l'élection européenne, son contexte et l'électorat particulier qui y changent quoi que ce soit. Ensuite, il est question des idées pas discutées à la FI. Alors Othman, inscrivez-vous dans un GA. Comprenez ce dont vous parlez et revenez nous voir. En plus, vous croyez quoi? Qu'un programme mis en place par le biais des remontées des syndicats, des ONG, des associations, etc. est avalé et digéré comme ça, sans discussion? Il s'agirait d'être sérieux, ou un minimum précis. Que vous défendiez la soupe Malassane, ok, c'est votre droit. Mais débiter des trucs en prise avec aucune réalité, par contre, ce n'est pas acceptable. Vous croyez que l'Institut La Boétie est une décoration ou un salon de thé, par exemple, c'est ça? Ce qui ressort chez notre youtubeur, c'est sa méconnaissance de la FI. Et non, les députés de 2017 à 2022 ne sont pas forcément les plus marquants. Loïc Prud'homme est un député qui fait très bien son travail, mais c'est une personne qui reste discrète et peu connue. À l'inverse, des Boyard, des Clouet, des Dufour, qui sont des personnes aussi charismatiques que marquantes, et tout élu uniquement depuis 2022. Chacun veut que ses idées soient mises au premier plan. Autre formule de notre jeune commentateur politique qui ne me convient pas. Dans sa sortie, quoi de neuf? C'est pour cela qu'il faut prendre en compte les inclinaisons populaires des dernières années. Le choix des gens de gauche a été de faire émerger une gauche plus radicale, et cela a permis d'avoir une gauche qui tient encore debout. Et non un scénario à l'italienne où la social-démocratie a enterré la gauche, justement. Othman, quel est votre raisonnement pour le coup? On devrait suivre Ford, dont la trajectoire est de remettre la gauche en danger de disparition, avec ses délires de social-démocratie qui s'effondrent partout ailleurs? Le tout dans un contexte où l'urgence climatique fait qu'on n'a plus le temps. N'importe qui avec un QI au-dessus de 20 peut comprendre que le truc n'est pas viable et que les puissants ne veulent plus négocier quoi que ce soit. Or, c'est justement là que le bât blesse. L'essence de la stratégie social-démocrate est de soustraire des avancées au capital, chose qu'elle ne parvient plus à faire, CF Hollande, CQFD. Othman, faites aussi preuve d'honnêteté, ou alors lisez ce que vous commentez de prime abord et comprenez-le avant de déblatérer dessus. Vous décryptez la phrase de Bompard à 8h30, en lui faisant dire tout le contraire de ce qu'il dit en réalité. Il parle du fait que ceux qui veulent des primaires ne veulent pas de Mélenchon dans la course. Vous comprenez maintenant ou quoi? Et en effet, on ne voit pas de quel droit le PS désignerait que tel ou tel candidat serait acceptable ou non. Ils nous ont déjà fait le coup dernièrement, par ailleurs dans le cadre des législatives. Comme si nous, on se mêlait de leurs investitures. Il s'agit de se rappeler qu'eux ont désigné Hollande, hein? Et nous, on n'a rien dit. Sans pour autant penser pique-pan de ce choix des plus malvenus pour la crédibilité de l'union de la gauche. Votre réflexion à partir de 8h55 est juste déconnectée. Non, faire voter les adhérents ne préserve pas de choix bizarres, ou qui envoie le candidat dans le décor. Hamon a été sélectionné de cette façon, son score 6%. Et non, Manuel Bompard ne dit pas que c'est Méluche et personne d'autre, pour reprendre vos propres termes. Il souligne la légitimité et la centralité du personnage pour l'heure. Il rappelle comment JLM est exclu a priori du processus que Faure appelle de ses voeux, et que c'est une ineptie. Vous comprenez la nuance, Othman, ou quoi? De plus, Bompard n'est pas sans ignorer que Mélenchon souhaite être remplacé, raison pour laquelle il a été extrêmement précis, contrairement à vous, et qu'il a cru bon d'ajouter quelque chose concernant la temporalité de la tenue de l'élection. Pour reprendre ces termes, Mélenchon est le mieux placé s'il devait y avoir une élection demain. On a bien dit demain, CQFD. Madame Castet est beaucoup plus LFI que PS. Ah bon? Fournissez-nous donc une démonstration pour nous étayer vos propos. Un début de semblant de preuve, qu'on se marre un bon coup. Alors, selon vos propres termes, le justificatif est la radicalité de Lucie Castet.
Alors là, c'est vraiment fabuleux. Donc le PS a refusé tous les FI, Mélenchon, Bompard, Panot, pour mettre quelqu'un d'équivalent, mais qui n'a pas l'étiquette en somme. Attention, c'est niveau théorie du complot là, mort de rire. Expliquez-nous alors comment les journalos sont venus avec cette idée que Castet avait été membre du PS. Je suis curieux que vous nous expliquiez cela aussi. Cela risque d'être folklorique. Dans la catégorie du grand n'importe quoi, attention, on a un morceau d'anthologie. Selon vous, les différences entre les Républicains et le RN sont plus saillantes qu'entre le PS et LFI. Ah oui, en fait, vous êtes en début de politisation, c'est ça ? En quoi les différences sont énormes de nos jours entre les LR et le RN ? Sur l'immigration ? Bah non. Le gap ne cesse de se combler. Les deux prônent des politiques toujours plus agressives de ce point de vue. En termes d'économie ? Bah non. Les deux sont pour rembourser la dette, pour pratiquer l'austérité budgétaire, pour enlever les charges patronales, pour ne pas aller chercher les super profits des grosses boîtes. Du point de vue sociétal, peut-être alors ? Ben non. Les deux veulent coller du bleu partout, limiter au max les libertés individuelles et le droit de manifester. Veulent des peines toujours plus dures. En outre, les deux fustigent le pseudo-laxisme judiciaire. Bon, à un moment, il s'agirait de dire des trucs qui ont un semblant de prise dans la réalité, cher Othman. Les divergences entre le PS et FI sont conséquentes. Un est dans l'accompagnement du système, les compromis et les concessions en forme de compromission, et l'autre est pour faire advenir une rupture réelle et une société de transition clairement en opposition avec le capitalisme et le libéralisme. Rien que cela témoigne des divergences réelles et nombreuses. Votre vidéo, mon cher Othman, brille par le nombre d'inexactitudes qu'elle revêt. Non, le groupe NFP n'est pas appelé NFP-France Insoumise. Il y a plusieurs groupes, la France Insoumise-Front Populaire, socialiste et apparenté, écologiste et social, et la gauche démocrate et républicaine. Source, le site de l'Assemblée nationale. Bref, vous confondez le groupe France Insoumise seul et le groupe NFP au global. C'en est gênant ce niveau d'improvisation et de méconnaissance des dossiers. Ensuite, vous poursuivez sur une éloge de la politique de coalition. Si cela vous chante, grand bien vous en fasse. Maintenant, il conviendra juste d'expliquer comment une coalition, comme en Allemagne, qui regroupe la droite jusqu'aux écolos, est une bonne chose. En quoi que des gens qui ne sont d'accord sur rien créent des bonnes choses en s'agglomérant sur le plus petit dénominateur commun. Il sera aussi profitable à tous de nous expliquer pourquoi, puisque c'est ce que vous avancez, il est peu probable qu'il y ait une nouvelle dissolution dans un an, et comment ce serait défavorable au RN. Mystère et boule de gomme. En tout cas, beaucoup de formations politiques ne sont pas de votre avis. Et j'ose affirmer qu'ils ont sûrement bien plus d'arguments que vous pour y croire, que pour vous de ne pas y croire. Comble du ridicule, c'est que vous avancez qu'il y aurait des législatives en 2029. Pour votre gouverne, même en admettant une destitution ou que Macron démissionne, et non, les prochaines législatives ne se tiendraient pas en 2029. Ce serait soit en 2025 ou alors en 2027, dans la foulée de la tenue d'une présidentielle se tenant comme prévu. La guerre d'ego. Vous mettez en avant que vous ne pensiez pas avoir une alliance de gauche de cette envergure, allant du NPA à Hollande. Et vous nous parlez dans la foulée de guerre d'ego ? Vous croyez réellement qu'une telle alliance aurait pu advenir si les égos avaient eu affaire là-dedans ? Soyons sérieux 5 minutes. Bon sang, allez écouter autre chose que des médias mainstream, BFM ou CNews, hein ? Non, il n'y a pas de guerre d'ego, mais des conceptions de société différentes entre tous ces partis. Je l'ai déjà expliqué plus haut, je ne vais pas recommencer à vous expliquer les choses à partir du Big Bang. Les oppositions sont nombreuses entre le FI et le PS, et davantage encore entre le NPA et le PS. Parmi les nombreuses autres inepties que vous aurez pu raconter, voici ce que j'ai retenu. Le parlementarisme, un régime où il faut que tu écrases. Nouvelle sortie des plus détonnantes. En voilà une nouvelle. Bah non, le parlementarisme, justement, c'est censé être ce que vous semblez prôner, c'est-à-dire de trouver des coalitions sur les projets de loi. Sa base doit être des discours, débattre, convaincre, et non écraser comme vous dites. L'article de Libération. Dans le passage, Manuel Bompard confirme ce que j'avançais sur les pratiques des primaires. Le fascisme. Là, je vous félicite, c'est très fort, il faut le reconnaître. D'associer le mot fascisme à des gens sur la base d'un commentaire qu'on n'a soi-même pas été foutu de comprendre, le tout comble du ridicule en rigolant bêtement de ses propres turpitudes. Encore une fois, il n'a jamais tenu les propos que vous avez bien voulu lire.
Et c'est justement là le problème. Le problème, c'est que vous lisiez quelque chose plusieurs fois et persistiez dans votre erreur, en dépit du fait que le message soit on ne peut plus clair. Lire ne consiste pas à déchiffrer des sons, mais bien de saisir les concepts qui sont liés à ce qui est écrit. Sinon, petit complément à apporter. En fait, l'avis des droitards sur le candidat de la gauche, on s'en bat les steaks. On n'est pas là pour vous faire plaisir, mais pour mener un programme de gauche, ne vous en déplaise. Et votre logorée n'y changera rien. On choisit les gens aptes à appliquer le programme. Comble du comique, quand on prend pour preuve les dires de carriéristes rageux qui sont partis en mauvais termes avec le mouvement, comme une démonstration supposée tenir la route. Dites-nous qu'on rigole, cher Hotman, alors comment cela se fait que les personnes concernées ont réussi à supporter l'autoritarisme en question pendant plus de 10 ans? Franchement, désolé, il n'y a rien de ce que vous racontez qui tient la route intellectuellement parlant. Il ne suffit pas de mettre une veste pour se donner de la contenance et de la légitimité, et encore moins de la profondeur et de la précision. Kuzmanovic, mort de rire. Valls est Athénien Ventos de gauche aussi, haha. LFI identitaire, blablabla. Bla bla bla. Vive CNews, vive les poncifs en cascade et autres éléments de langage de droitard. Sans délirer, à ce niveau de réflexion, je vous invite à tout reprendre à la base. Et alors, expliquez-nous ce cas de gauche, Kuzmanovic, qu'on se marre. Souverainiste, ok, et logiquement il finit par traiter avec tous les pires droitiers de la scène politique. Voilà une preuve qu'il était à gauche, quoi. Donc Hotman, LFI est communautariste, prouvez-le. Ah là, ça va commencer à bégayer et à bredouiller sec, comme c'est le cas de tous les gars qui nous sortent ce tissu d'ânerie. En plus, expliquez-moi pour voir ce qu'on y aurait à y gagner. Vous êtes au courant de la proportion de musulmans dans la population? Vous croyez que c'est suffisant pour faire de l'électoralisme comme vous le suggérez? Bompard est docteur en mathématiques, vous visiblement pas, parce qu'apparemment, comme pour les faits, vous avez aussi un problème avec les chiffres apparemment. Sinon, cette bêtise infondée ne vous traverserait même pas l'esprit. Être de gauche, c'est défendre les minorités, quoi qu'il en coûte. Et oui, on sait, cela vous échappe à vous, les droitiers. Les minorités sont des minorités. Votre niveau est faible en français également? C'est pas avec une minorité qu'on atteint une majorité. J'en suis à vous expliquer des platitudes du type l'eau ça mouille. Mais surtout, restez sur vos certitudes, hein. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, la position prise par LFI est une position courageuse et humaniste, où il n'y a que des coups à prendre. Mais pour une cause noble, on tient bon, seul contre tous s'il le faut. Vos textes sont complètement à côté de la plaque, mon pauvre. Les minorités et les prolos, vous les opposez, alors qu'ils sont souvent les mêmes. Vous croyez que ce n'est pas dans les quartiers populaires qu'on trouve les travailleurs, les ouvriers, les précaires, etc. Vous savez d'où viennent les femmes de ménage, les vigiles, etc., etc., etc. Bref, vous n'avez rien compris au film. Terra Nova, apparemment, vous ne connaissez pas le sujet, donc allez vous renseigner, ce sera un bon début. Terra Nova prêchait de ne pas s'attarder sur les quartiers populaires, sous prétexte qu'ils ne votent pas. C'est tout l'inverse qu'on fait. Les caravanes populaires, ça vous parle? Bah non, évidemment. Quand on ne prend pas la peine de s'informer sur ce dont on parle, on manque des étapes, hein? Bref, encore un virage qui finit dans le platane sur le bas-côté, pour ce qui vous concerne. Dites-moi, il y a un moment où vous allez nous gratifier d'un truc qui fasse sens, ou qui soit ne serait-ce qu'exact? Pathétique. Si j'entends bien le sous-entendu, la FI, c'est la très gauche. Ben voyons. Hotman, le programme, même de la FI seul, qui est nettement plus radical, s'avère être un programme qui est modéré à côté du programme commun de 1981. Il n'y a aucun parti trotskiste ou d'extrême gauche présent à l'Assemblée nationale. Donc de quoi et de qui on parle? Le bilan que vous tirez est du même acabit en fait. Vous dites, il n'y a pas de culture de coalition en France. Mort de rire. Et l'NFP, c'est quoi justement? On a des partis indépendants qui se regroupent. C'est quoi pour vous si ce n'est une coalition? Si la question du candidat divise, c'est parce qu'il est question de curseur de radicalité. Ce n'est pas outre mesure une histoire de personne, sauf à considérer ce paramètre précis. Il y a aussi une question d'hégémonie sur la gauche contestée par le PS. Car on sait tous que tous les partis de gauche, LFI mis à part, visent davantage la survie de leur appareil politique plutôt que la gagne et la prise de pouvoir. Franchement, je me demande comment on peut tenir un discours aussi incohérent et inconséquent. Vous nous parlez de changement de régime soutenu par Brandebourg. Lui est en faveur d'une 6ème République de laquelle le peuple est tenu à l'écart. Il n'est pas pour la constituante, mais pour une constitution mise en place par le système politique. Si vous ne voyez pas le problème, c'est franchement malaisant en vérité. De plus, comment croyez-vous que votre changement de régime va se produire?
Sinon en destituant le monarque présidentiel qui donne dans le déni démocratique et s'assoit sur le vote de la population depuis le 7 juillet dernier. Ma conclusion, commencez par bosser un peu. Et pour les analyses, etc., on repassera une fois que vous serez prêts, hein. Si j'étais vous, j'essaierais de changer de source d'information, parce que celle auquel vous vous cantonnez visiblement, franchement, c'est pas une réussite. Voilà, je vais clore ici ce premier épisode, en réponse à Hotman Shen. À bientôt et merci à tous de votre attention.